Enzout 1944, 09h32. Le métallurgiste britannique, le docteur Guillaume Gaillard, de l'arsenal royal de Woolwich, se tenait devant une plaque de blindage allemande, épaisse de 240 mm, capturée sur un char Tigre II détruit en Normandie. Il venait de terminer les mesures de dureté, en surface, 302 de dureté Brinell. Au cœur, à 120 mm de profondeur, 178 Brinell. Gaillard avait 30 ans d'expérience en métallurgie. Il avait développé des aciers pour les chars britanniques, mais ceci dépassait tout ce qu'il avait jamais vu. Les Allemands avaient réalisé quelque chose de théoriquement impossible. Une surface extrêmement dure, capable de faire ricocher les obus, combinée à un cœur tenace qui empêchait les fissures. Normalement, l'un excluait l'autre. L'acier dur est cassant, l'acier tenace est mou. Mais les Allemands avaient les deux. Dans son rapport, Gaillard écrivit « La métallurgie allemande surpasse la nôtre de plusieurs décennies. Même avec cet échantillon devant moi, je ne comprends pas comment ils ont fait. » S'ensuivirent 30 années de tentatives désespérées pour reproduire l'acier allemand. 30 années d'échecs. Et une histoire sur la métallurgie la plus avancée du XXe siècle. L'histoire ne commence pas dans un laboratoire. Elle commence à Essen, en Allemagne, à la société Frédéric Krupp. Krupp, l'un des plus grands producteurs d'acier d'Europe depuis 1811, avait une tradition séculaire en métallurgie. Au début du XXe siècle, Krupp s'est concentré sur l'acier de blindage, l'acier pour les blindages militaires. Mais ce n'est que dans les années 1930, avec l'essor des armes blindées, que l'acier de blindage est devenu la priorité absolue. Les ingénieurs allemands ont identifié un problème. L'acier trempé traditionnel était suffisamment dur pour faire ricocher les obus, mais il était cassant. Un seul impact pouvait provoquer des fissures qui se propageaient à travers toute la plaque. Après plusieurs impacts, la plaque se brisait. Krupp avait besoin d'une solution, un acier qui soit dur, mais qui ne se brise pas. La réponse résidait dans un processus appelé sémentation, mais pas n'importe quelle sémentation. Une méthode spécialement conçue, extrêmement complexe, qui allait devenir une arme secrète industrielle, le secret de l'acier Krupp, la sémentation à la manière allemande. Le processus Krupp commençait par la composition même de l'acier. L'acier de blindage traditionnel était un acier au carbone avec environ 0,3% de carbone. Les Allemands utilisaient un alliage plus complexe. 0,35% de carbone, 3,5% de nickel, 1,5% de chrome, 0,4% de molybdène, des traces de vanadium et de tungstène. Cette composition n'était pas un secret. Les Alliés la connaissaient, mais la composition n'était que le début. L'étape cruciale était le traitement thermique. Krupp a développé un processus en plusieurs étapes, qui durait plus de 40 heures, et qui contrôlait les températures avec une précision de plus ou moins 5 degrés Celsius. C'était la précision des années 1940, sans contrôle informatique moderne. Tout d'abord, la plaque d'acier était chauffée à 920 degrés Celsius pendant 8 heures. C'est l'austénitisation, où l'acier prend une structure cristalline spécifique. Ensuite venait la partie révolutionnaire, la trempe sélective. Seule la surface était refroidie rapidement, dans un bain d'huile à exactement 60 degrés Celsius. Le taux de refroidissement était crucial. 200 degrés par minute pendant les 30 premières secondes, puis plus lentement. Trop vite, et la surface se fissurait. Trop lentement, et elle ne deviendrait pas assez dure. Cette trempe sélective ne durcissait que les 40 à 50 mm extérieurs. Le cœur restait chaud, refroidissant lentement. Le résultat, une surface martensitique dure avec 300 Brinell, sur un cœur bénitique tenace avec 180 Brinell. Mais ce n'était pas tout. Après la trempe venait le revenu. La plaque entière était à nouveau chauffée.
Cette fois à 550 degrés Celsius pendant 12 heures. Ce processus réduisait les tensions internes, qui autrement conduiraient à des fissures, sans réduire significativement la dureté. Puis un refroidissement lent pendant 20 heures, contrôlé dans un four. Le résultat final, un acier de blindage qui faisait ricocher les obus, qui ne se fendait pas, qui résistait impact après impact. Les chars allemands Tigre survivaient souvent à 20-30 impacts avant que le blindage ne cède. Les chars soviétiques T-34, avec de l'acier trempé traditionnel, cédaient souvent après 3-5 impacts. La découverte britannique, un acier qui ne peut s'expliquer. Lorsque les Britanniques capturèrent la première plaque de blindage de Tigre en 1944, l'excitation fut énorme. Enfin, ils pouvaient analyser le secret allemand. Le docteur Guillaume Gaillard et son équipe à l'Arsenal Royal commencèrent immédiatement les tests. D'abord, l'analyse chimique. Ils déterminèrent la composition exacte, 0,35% de carbone, 3,5% de nickel, 0,5% de chrome, et ainsi de suite. Rien d'inhabituel. Des alliages que les Britanniques utilisaient aussi. Ensuite, les mesures de dureté. 302 Brinell en surface. C'était plus élevé que tout ce que l'acier britannique atteignait. L'acier de blindage britannique avait typiquement 260 Brinell. Les Allemands avaient 40 Brinell de plus. Cela semble peu, mais en métallurgie, cela fait une énorme différence. Les échelles de dureté ne sont pas linéaires. Une différence de 40 Brinell signifie que l'acier allemand nécessitait environ 25% d'énergie supplémentaire pour être percé. C'était la différence entre un obus qui ricochait et un obus qui perçait, mais le choquant était la combinaison. Surface dure, cœur tenace. Gaillard testa la ténacité avec des tests de choc Sharpie. Le cœur avait 60 joules d'énergie d'impact. L'acier de blindage britannique avait 40 joules. Le cœur allemand était 50% plus tenace. Comment était-ce possible? Gaillard consulta ses collègues, des métallurgistes aux États-Unis, en France. Personne ne comprenait. Théoriquement, le processus de durcissement qui portait la surface à 300 Brinell devrait également rendre le cœur plus dur et plus cassant. Mais chez les Allemands, le cœur était devenu plus mou et plus tenace. Dans un rapport confidentiel au ministère britannique de la guerre, Gaillard écrivit en novembre 1944 « Nous sommes confrontés à une énigme métallurgique. La composition chimique est connue. La dureté est mesurable. Mais le processus qui crée cette combinaison dépasse notre compréhension. Je recommande la capture de métallurgistes allemands comme priorité absolue. » L'analyse américaine, des tentatives de réplication désespérées. Les Américains commencèrent leurs propres analyses en octobre 1944, après avoir capturé plusieurs chars allemands en France. L'arsenal de Watertown, dans le Massachusetts, fut chargé de reproduire l'acier allemand. Le docteur Jean Frémont, chef métallurgiste à Watertown, lança un projet avec 30 ingénieurs et un budget de 500 000 $, un budget énorme pour 1944. L'objectif, copier l'acier de blindage allemand. Frémont commença avec la composition connue. Ces ingénieurs fondirent de l'acier avec exactement les mêmes éléments d'alliage, 0,35% de carbone, 3,5% de nickel, absolument identiques. Alors, ils ont tenté la cémentation, ils ont chauffé les plaques à 920 degrés Celsius, ils les ont plongées dans l'huile pour refroidir la surface rapidement, puis ils ont effectué un revenu à 550 degrés. Le résultat, une catastrophe. Les plaques se fissuraient pendant le refroidissement. De grandes fissures qui rendaient la plaque totalement inutilisable. Dr Jean Frémont a réduit la vitesse de refroidissement. Les plaques ne se fissuraient plus, mais la dureté n'était que de 240 Brinell. 60 points
en dessous du standard allemand. Il a essayé différentes températures, 900 degrés, 940 degrés, 960 degrés. Rien ne fonctionnait. Soit les plaques se fissuraient, soit la dureté était trop faible, soit le noyau devenait trop cassant. Après 6 mois, en avril 1945, Frémont avait testé 47 variations différentes. Pas une seule n'atteignait les standards allemands. Dans son rapport, il écrivait « Les Allemands ont perfectionné un processus qui demande plus que du savoir. Il exige des décennies d'expérience, un contrôle précis à un niveau que nous ne pouvons atteindre, et peut-être des étapes secrètes que nous ignorons. Le ministère de la Guerre a ordonné l'opération Overcast. Le précurseur de l'opération Paperclip, des métallurgistes allemands devaient être trouvés et emmenés aux États-Unis, la méthode soviétique. L'enlèvement pur et simple. Les soviétiques étaient plus pragmatiques et plus brutaux. Lorsqu'ils ont conquis l'usine Krupp à Essen en avril 1945, ils n'ont pas seulement démonté les installations, ils ont enlevé les ingénieurs. Dr Hermann Schottky, métallurgiste en chef chez Krupp, a été emmené avec 42 autres ingénieurs à Magnitogorsk en Union soviétique. Là-bas, sous surveillance, ils travaillaient dans des aciéries soviétiques, forcés de partager leur savoir. Mais même avec des ingénieurs allemands sur place, les soviétiques avaient des problèmes. Schottky connaissait le processus. Oui, mais la connaissance ne suffit pas. Les aciéries soviétiques n'avaient pas le même contrôle de qualité. Les fours étaient moins précis, les bains de refroidissement n'étaient pas tempérés de manière optimale. Les premières tentatives soviétiques de reproduire l'acier Krupp en 1946-1947 ont échoué. La dureté n'atteignait que 260 brinelles. Schottky expliqua aux ingénieurs que chaque détail était important. La température de l'huile, la taille des plaques, la vitesse de refroidissement, la durée du revenu. Tout devait être exact. Il a fallu attendre 1950 pour que les soviétiques produisent de l'acier atteignant les standards allemands. Et même alors, la constance était problématique. Certaines plaques étaient parfaites, d'autres défaillaient. Le contrôle industriel que Krupp possédait manquait aux soviétiques. L'ingrédient secret, l'expérience et la perfection industrielle. Quel était le secret que les Alliés ne pouvaient pas copier? Ce n'était pas un ingrédient chimique secret. Ce n'était pas une température inconnue. C'était l'expérience et la perfection industrielle à un niveau que seules des décennies de travail systématique pouvaient atteindre. Krupp travaillait sur l'acier de blindage depuis 1920. Chaque année, de nouveaux essais, de nouvelles variations, de nouvelles optimisations. En 1940, ils avaient testé plus de 10 000 échantillons différents. Ils savaient quelle vitesse de refroidissement était optimale pour des plaques de 200 mm. Ils savaient comment la teneur en nickel affectait le comportement au revenu. Ils savaient que la température de l'huile pouvait varier de 5 degrés, mais pas plus. Ce savoir n'était pas dans les livres. Il était dans la tête des ingénieurs, dans les procédures des ouvriers, dans le calibrage des machines. Quand les Alliés ont essayé de copier, cette expérience leur manquait. Ils connaissaient la théorie, mais la théorie n'est pas la pratique. Un exemple. Les Allemands savaient que des plaques d'épaisseur différentes nécessitaient des vitesses de refroidissement différentes. Une plaque de 240 mm devait être traitée différemment d'une plaque de 120 mm. Les Alliés, au début, traitaient tout de la même manière. Résultat, incohérence. Un autre exemple. Les Allemands utilisaient une huile de refroidissement spécifique. Un mélange d'huile minérale avec des additifs, développé au fil des années. Les Alliés utilisaient de l'huile industrielle standard. Les vitesses de refroidissement étaient différentes. Résultat, dureté moins élevée. Un troisième exemple. Les Allemands contrôlaient l'atmosphère dans le four pendant l'austénitisation.
Ils utilisaient une atmosphère légèrement réductrice pour empêcher l'oxydation. Les Alliés utilisaient de l'air normal. Résultat, des impuretés de surface qui réduisaient la dureté, des centaines de tels détails, chaque détail petit. Ensemble, décisif. Et les Allemands ne révélaient pas ces détails, même en captivité. Ils coopéraient, oui, mais ils ne partageaient pas tout. Certains détails étaient tellement ancrés dans leur façon de travailler qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient importants. Le développement d'après-guerre, 30 ans de rattrapage. Après la guerre, un rattrapage systématique a commencé. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Union soviétique. Tous ont investi massivement dans la recherche en métallurgie. Les États-Unis ont fondé en 1946 le Defense Metals Information Center, rebaptisé plus tard Defense Technical Information Center. Des milliers de pages de documents techniques allemands ont été traduits, analysés, diffusés. Des métallurgistes allemands, arrivés dans le cadre de l'opération Paperclip, ont travaillé dans des laboratoires américains. Une percée est survenue en 1955, lorsque Dr. Zay Jeffries de General Electric a développé une nouvelle méthode, le traitement thermique sous vide. En chauffant sous vide au lieu d'une atmosphère normale, il a pu éliminer complètement l'oxydation et obtenir un contrôle plus précis. La dureté a augmenté à 280 Brinell, plus proche des standards allemands, mais toujours pas là. En 1962, Bethlehem Steel a développé une nouvelle technique de refroidissement. Le refroidissement au gaz à haute pression. Au lieu d'huile, ils utilisaient de l'azote à haute pression, ce qui permettait un refroidissement plus uniforme. La dureté a atteint 290 Brinell, presque le niveau allemand, mais ce n'est qu'en 1974, 30 ans après la fin de la guerre, que l'industrie américaine a produit de manière constante de l'acier de blindage qui répondait aux normes allemandes de Krupp. Et même alors, ils utilisaient des alliages modifiés et pas exactement les mêmes que les Allemands. Le développement britannique a suivi un schéma similaire. En 1970, British Steel a atteint les niveaux de dureté allemands. Les Soviétiques, malgré les installations volées et les ingénieurs enlevés, n'ont atteint une qualité constante que dans les années 1960, 30 ans. Toute une génération, pour reproduire un acier dont la composition était connue dès le départ. Cela montre à quel point la métallurgie allemande était avancée en 1940-1944. L'héritage moderne. L'acier balistique aujourd'hui, tous les aciers de blindage modernes sont basés sur des principes développés par Krupp, le blindage sémenté, le durcissement sélectif, le traitement thermique multicouche. Tous ces concepts proviennent d'Essen, dans les années 1940. Les aciers de blindage américains modernes, comme le RHA, Rolled Homogeneous Armor, utilisent des alliages similaires à l'acier Krupp. Les chars allemands modernes, Léopard 2, utilisent un blindage composite, mais les composants en acier suivent toujours les principes de Krupp. Les chars Challenger britanniques, les T-90 soviétiques, tous utilisent des variantes de sémentation. Mais l'acier de blindage n'est pas la seule application. Les aciers balistiques modernes. Même pour des applications civiles, véhicules blindés pour personnalité, transporteurs de fonds, salles de sécurité, tous utilisent des métallurgies similaires. La société Frédéric Krupp elle-même, aujourd'hui ThyssenKrupp, produit toujours des aciers spéciaux basés sur ces procédés historiques. Même dans l'industrie du bâtiment, on trouve des échos. Les aciers de construction à haute résistance, utilisés pour les gratte-ciel, utilisent parfois des traitements thermiques, inspirés de la technologie de l'acier de blindage, le Burj Khalifa à Dubaï, le plus haut bâtiment du monde, utilise des aciers avec durcissement sélectif, un descendant direct de la technologie Krupp. L'importance économique est énorme. Le marché mondial des aciers spéciaux représente plus de 100 milliards de dollars par an.
Une part significative de ce marché concerne les aciers. Basé sur les principes métallurgiques allemands des années 1940, la leçon technique. Pourquoi était-ce si difficile de copier? La métallurgie est l'une des plus anciennes sciences de l'humanité. Les gens fondent du métal depuis des millénaires. Pourquoi cet acier spécifique était-il si difficile à reproduire? La réponse réside dans la complexité. La fabrication de l'acier n'est pas un processus, mais des centaines de processus simultanés. Les structures cristallines se forment, les atomes diffusent, les tensions s'accumulent, tout en même temps, tout en interaction. Les Allemands avaient appris à contrôler cette complexité grâce à des décennies d'essais systématiques. Ils avaient trouvé empiriquement ce qui fonctionnait, même s'ils ne savaient pas toujours pourquoi. La métallurgie moderne, avec la modélisation informatique et les microscopes électroniques, peut aujourd'hui expliquer ce que faisaient les Allemands. Nous comprenons maintenant les mécanismes atomiques derrière la sémentation. Mais en 1944, cette compréhension n'existait pas. Les Allemands l'ont fait quand même. C'est la leçon. Parfois, l'expérience est plus importante que la théorie. Les Allemands avaient l'expérience. Les Alliés ont dû la construire sur des décennies. La considération éthique, la technologie sans contexte. Mais nous devons reconnaître que cet acier avancé a été développé pour la guerre. Les chars Tigre avec l'acier Krupp ont tué des milliers de soldats alliés. Les chars étaient tellement supérieurs que les soldats alliés paniquaient souvent à la vue d'un tigre. Les ingénieurs de chez Krupp savaient à quoi leur acier servait. Ils l'ont développé quand même. Certains ont travaillé volontairement, d'autres sous la pression du régime nazi. Mais le résultat était le même, une technologie qui rendait le meurtre plus efficace. Après la guerre, certains ingénieurs de Krupp se sont justifiés en disant qu'ils étaient des métallurgistes, pas des soldats, qu'ils ne faisaient que leur travail. Mais est-ce suffisant? Les ingénieurs peuvent-ils refuser la responsabilité de l'application de leurs inventions? Cette question n'a pas de réponse simple. La technologie est neutre, l'utilisation ne l'est pas. Le même acier qui protégeait les chars protège aujourd'hui les véhicules de sécurité qui sauvent des vies. Mais à l'origine, il a été développé pour la guerre. C'est la vérité inconfortable de l'histoire technique. De nombreuses innovations naissent du conflit. Et nous, les descendants, héritons de ces innovations, avec toutes les complications éthiques. YouTube, super thanks. Vérité technique sans glorification. Cette histoire est complexe. Elle montre l'excellence métallurgique allemande, mais aussi l'utilisation de cette excellence pour la guerre. Mon objectif est la compréhension technique, pas la glorification. Je passe des mois dans les archives, à étudier les rapports métallurgiques, à parler avec les derniers ingénieurs encore en vie. Si vous appréciez cette histoire technique, détaillée et consciente de l'éthique, soutenez-moi avec YouTube Super Thanks. Chaque Super Thanks permet plus de travail d'archives, plus de recherche de sources primaires, plus d'histoires qui relient la vérité technique à la réflexion éthique. La prochaine génération d'ingénieurs a besoin des deux, connaissances techniques et conscience éthique. Les ingénieurs de Krupp ont créé des merveilles de la métallurgie. Mais ces merveilles ont servi la destruction. Nous devons apprendre et rester critiques en même temps. La dernière leçon, l'innovation prend du temps et exige des responsabilités. Dr Guillaume Gaillard, le métallurgiste britannique, a écrit en 1975, peu avant sa mort, « J'ai passé ma vie à essayer de comprendre l'acier Krupp allemand. Maintenant, 30 ans plus tard, je le comprends. Mais je comprends aussi que la véritable innovation ne peut pas être copiée. Elle doit croître organiquement, à travers des années de travail systématique. Les Allemands avaient ces années. Nous avons dû les refaire. C'est la réalité du progrès scientifique, mais j'aurais souhaité que leur brillance ait été utilisée pour la paix, pas pour la guerre.
Aujourd'hui, quand les chars modernes roulent, quand les véhicules blindés protègent les personnalités, quand les aciers spéciaux sont utilisés dans les bâtiments, nous nous souvenons, cette technologie a commencé à Essen, en Allemagne, entre 1940 et 1944, développée par de brillants métallurgistes. Pour un objectif terrible, la technologie a survécu, a été transformée et sert maintenant aussi à la protection. C'est l'héritage complexe de l'acier Krupp, l'excellence métallurgique qui a pris des décennies à comprendre et à reproduire. De la guerre à la paix, de la destruction à la protection, du secret allemand à la connaissance mondiale. Commentaire CTA, connaissance métallurgique. Quel aspect de la métallurgie de l'acier Krupp vous a le plus fasciné? De nombreux ingénieurs dans les commentaires ont partagé des détails techniques, des grands-pères qui travaillaient dans les aciéries, des documents d'entreprise sur le traitement thermique, des procédés modernes qui utilisent d'anciens principes. Avez-vous des histoires familiales métallurgiques ou des expériences professionnelles? Chaque commentaire technique aide à documenter cette histoire complexe. Comprenons ensemble comment la science des matériaux a façonné l'histoire.